monde. Alors, aujourd'hui, on va continuer en physique dans le module de la dynamique. On va faire le chapitre 13. Le chapitre 13 qui s'intitule, je crois, c'est... En tout cas, on va le voir tantôt. Là, le problème, c'est que j'ai eu un petit accident avec mon deuxième ordinateur, mon ordinateur d'école. Donc, je vais être obligé de switcher. C'est juste l'écran qui est pété. Il va falloir que je switche le fil HDMI. Donc, j'ai peut-être un 10-15 secondes où vous ne me verrez pas. Fait que, je sais pas, ben, pendant ce temps-là, j'ai pas trouvé personne pour vous animer. En tout cas, je vous présente, tiens, on va passer ici, c'est Georgine. Dis bonjour, Georgine. Bon, fait que Georgine va vous entertainer le temps que moi je fais ça. Alors, c'est beau, Georgine, t'as compris? Ok. Non, non, Georgine, on a dit qu'on ne parlait pas de ça. Non. Ok, c'est bon. Wow, slack. On est correct. Non, c'est bon, oui, t'es encore là, c'est beau. Yeah. Donc, on plug ça ici. C'est bon, va ici. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, je me vois plus à l'écran. Fait que je sais que je suis encore à la caméra. Parce que là, j'ai plugué mon deuxième ordi sur l'écran. Donc, oups, c'est pas la bonne souris. Faut pas me tromper. Donc, le chapitre 13 commence à la page 287. Ça s'appelle les corps soumis à plusieurs forces. Donc, on a vu c'était quoi les types de forces. Une force, pas compliqué, c'est un vecteur. Fait qu'il y a une grandeur, il y a une orientation. Voilà, c'est réglé. OK. Donc, il y a 3 parties au chapitre 13. On va les faire ensemble. Je vais vous recommander quelques exercices. Honnêtement, je ne ferai pas de corriger tout de suite. Premièrement, je n'ai pas le corrigé. Je vais essayer d'avoir une permission spéciale pour aller à l'école, pour aller chercher le corrigé. Puis à ce moment-là, je vous posterai ça. Si je ne suis pas capable et qu'il y en a qui font les exercices, je ferai les exercices moi-même et je posterai mes corrigés sur la page Facebook. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a 3 parties. On va commencer avec 13.1. 13.1, c'est le diagramme de corps libre. Ça, c'est un terme un petit peu fancy pour dire il faut que tu te fasses un dessin avec tes vecteurs de force. Donc, vous avez, à la page 288, vous avez un... bon, on vous donne la définition en haut. On dit un diagramme de corps libre est un diagramme qui représente par des flèches toutes les forces exercées sur un objet. Parce que c'est rare qu'il y ait juste une force, donc il faut en mettre plusieurs. Est-ce que ça complexifie le problème? Oui. Est-ce qu'il y a moyen après ça de le resimplifier? Oui. Ça, on va en reparler. Fait que vous avez un petit encadré qui est marqué méthode pour tracer un diagramme de corps libre. Donc, 4 étapes faciles. Étape 1, déterminer l'objet dont on veut analyser la situation. Ça devrait être vraiment facile. Là. 2. Représenter l'objet par un point qui correspond au centre de l'objet lorsque cela est possible. Fait que d'habitude, c'est le centre. Des fois, ça peut être une autre partie. Là. On se cassera pas trop la tête avec ça. Là. Normalement, le dessin est déjà dans la feuille d'examen. Il suffit juste de rajouter les vecteurs. Là. Donc, normalement, l'étape 1 et 2, c'est déjà fait pour vous dans un examen, dans un exercice. 3. Représenter par des flèches toutes les forces qui agissent sur un objet en faisant coïncider l'origine de chaque flèche avec le point tracé à l'étape précédente. La longueur des flèches doit être proportionnelle à la norme des forces illustrées. Donc, c'est pas compliqué. Tu as ton point central, tu fais partir tes flèches de force d'un peu partout. Quand on va voir des exemples partout, tantôt vous allez voir, c'est plus simple. Et évidemment, ils disent proportionnel. Ça veut dire que tu essayes de faire ça à l'échelle. Pas obligé de le faire parfait. Mais plus c'est à l'échelle, plus c'est facile pour toi après ça de comprendre. Parce que si tu mets toutes de la même grosseur, puis tu en as une qui est 1 Newton, puis l'autre qui est 300 Newton, là, ça ne marchera plus. T'sais? Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas dans tes affaires. Bon. Fait qu'en dessous, vous avez ça. Donc, exemple. L'exemple A. Vous avez une caisse sur le sol. Bien, la caisse sur le sol, elle a 2 forces. Hein. La première, c'est la force de gravité, qui est le vecteur vert qui va vers le bas. Et la deuxième, c'est la force normale, qui est le vecteur jaune qui va vers le haut. Okay? Si on regarde B, là, ça commence déjà à devenir un petit peu plus complexe. Okay? Donc, vous avez une caisse qui est suspendue à 2 cordes.
Fait que tu as encore la force de gravité, mais là, étant donné que tu as deux cordes, ben, tu as ces deux cordes-là qui tirent. Donc, tu as la force de tension 1, qui est le vecteur rouge, et la force de tension 2, qui est le vecteur jaune. Ensuite, on a l'avion, AC. Donc, quand il est en vol, ben, il y a plusieurs forces. Donc, vous avez la rouge qui est la force motrice, ça c'est la force des moteurs. Après ça, en bleu vers la gauche, vous avez la force de frottement. Donc, il y a toujours du frottement qui va contre la direction du mouvement. Et évidemment, tu as la gravité qui est omniprésente. Hein. Ça c'est arrivé souvent dans des examens. Il y en a qui avaient tellement de force à mettre qu'ils ont oublié de mettre la gravité. Faites pas ça. C'est juste... ça me permet de rire de vous en public. Puis et évidemment, qu'est-ce qui fait qu'un avion vole? C'est la fameuse force de portance. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est assez complexe et je ne pourrais pas dire que je le comprends très bien. Donc, ça c'est 13.1, comme j'ai dit. Dans les exercices, vous pouvez pas mal tout faire ça. Si on regarde numéro 1, numéro 2, ça va très bien. Numéro 1, on vous demande de dessiner toutes les forces. Et le numéro 2, on vous demande de dessiner la force manquante. Il y en a une ou deux forces manquantes? Non, mais là, ouais, des fois, il peut y avoir plus qu'une force. Là, je regarde le B, il manque deux forces. Le 2C, ça, c'est ce qu'on appelle un plan incliné. Plan incliné, on va mettre ça de côté pour l'instant parce que c'est assez complexe. Ben, c'est pas que c'est complexe, mais il y a comme une grosse barrière psychologique à passer par-dessus. Fait que ça, j'apprécierais qu'on... on va le savoir là, ce midi, là, si l'école rouvre ou pas. Ça, j'aimerais ça vous faire ça live plutôt que sur une vidéo. Donc, vous regardez ça, c'était pas trop difficile. 13.2. La résultante de plusieurs forces, mais ça, c'est pas compliqué. C'est que quand tu as plusieurs vecteurs, ben, qu'est-ce que tu fais pour additionner les vecteurs? Ça va te donner une résultante. Fait que ça, c'est purement mathématique. Okay? Fait que ça, on l'a fait dans le chapitre 8. Je ne sais pas si vous l'avez fait en maths. Okay? Donc, ça revient toujours à additionner des vecteurs. Donc ça, je ne passerai pas beaucoup de temps à vous expliquer ça. Si vous remarquez, vous avez un bel encadré bleu en bas de la page 290. Et cet encadré-là, donc c'est marqué force résultante est égale à F1 plus F2 plus blablabla. Donc, vous avez toutes les forces possibles et imaginables. Est-ce que ça va être compliqué, ça? Pas tellement. C'est sûr que si vous avez de la misère avec des vecteurs, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté avec ça. Normalement, dans les examens de fin d'année, tu as une question là-dessus. C'est pas très con. Il faut pas capoter avec ça. De toute façon, on s'entend, là, examen de fin d'année, il n'y en aura pas. Fait que vous avez des exemples. Moi, je vous conseille de regarder les exemples, d'y aller dans le détail. Et vous avez les exercices qui sont à la page 292. Donc, c'est toujours de l'addition de vecteurs. Fait qu'il y en a qui se font facilement. Tu sais, si on regarde le numéro 1, là, le 1A, vous avez 6 newtons à gauche puis 8 newtons à droite. Donc, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça vous donne comme résultante 2 newtons à droite. Okay? Le B, même principe, sauf que là, c'est à la verticale. Le C, vous remarquerez qu'il y a le vecteur vers le haut et le vecteur vers le bas ont la même grandeur, ce qui veut dire qu'ils vont s'annuler, ce qui fait qu'il nous reste juste les vecteurs gauche et droite. Là. Donc, vous voyez comme ça. Le reste, c'est de l'addition de vecteurs. Là. Donc, ceux qui sont à l'aise avec ça, ça va super bien. Faites-en un ou deux pour vous remettre dedans. Ceux qui ça va pas bien, ben, regardez. Peut-être en faire un petit peu plus. Comme j'ai dit, encore là, le cours, je vous conseille de vous mettre à jour si vous avez des prérequis en physique l'an prochain. Donc, sciences nature et peut-être des techniques de génie, des choses comme ça. Numéro 2, c'est un peu le même principe. C'est juste que la question est plus longue. Là. Mais c'est pas... c'est juste qu'au lieu d'être tout simplement en dessin, là, c'est écrit. Ça se fait bien. Et 13.3, l'équilibre. Donc, c'est quoi l'équilibre? Ben, l'équilibre, là, on vous le dit tout de suite en dessous. L'équilibre est l'état d'un objet sur lequel agit une force résultante nulle. OK?
Si un objet est en équilibre, ça veut dire que la résultante des forces, ou la somme de toutes les forces dessus, c'est égal à 0. Okay? Pourquoi c'est important l'équilibre? C'est super simple. S'il y en a qui s'en vont en génie civil, exemple, tu veux construire un pont, ben, le but, c'est que toutes les forces qui sont exercées sur le pont soient égales à 0. Pourquoi? Parce que si les forces ne sont pas égales à 0, ton pont, ben, il ne survivra pas. Donc, c'est un concept qui est très important si tu t'en vas, exemple, en génie. Surtout génie civil, là, c'est plus architecture, même principe, mais je ne suis pas sûr que ça va. Fait que c'est ça. Ça revient encore à de l'addition de vecteurs, c'est juste qu'il faut que tu arrives au point où tous tes vecteurs additionnés ensemble sont égaux à 0. Donc, pas trop compliqué. En fait, si tu as bien réussi le 13.2, si tu es capable de bien additionner des vecteurs, ben, le 13.3, c'est pas bien compliqué. Tu as un exemple. Qu'est-ce qu'ils demandent ça? Ils veulent s'assurer. Ils disent que les forces sont en équilibre. Si on regarde l'exemple qui est en bas, avec une grue, okay, on veut savoir quelle est la force de tension 2, donc le vecteur rouge. Quelle doit être la grandeur de cette force-là pour que tu aies l'équilibre. Donc là, tu regardes en dessous, puis là, tu as force résultante est égale à force de gravité plus force de tension 1 plus force de tension 2. Donc eux, ils l'ont fait juste avec le Y, parce qu'en effet, c'est seulement ça que tu as besoin. Tu peux le faire juste avec le X, juste avec le Y, mais ça va. Dans les deux cas, ça va fonctionner. Fait que c'est juste que là, ton équation est égale à 0. Et ton inconnu, c'est la force qui est pas là. Tout simplement. Là, je suis pas mal sûr que je suis allé trop vite, mais bon, on va voir s'il y a autre chose. Page 295. Là, il rentre le concept de force équilibrante. Ça, c'est juste important de savoir. La force équilibrante, c'est la force qui va faire en sorte que ton système va avoir une résultante de 0. Et là, il vous l'explique avec le petit encadré, c'est marqué force équilibrante est égale à moins force résultante. Ce que ça veut dire, c'est que tu prends toutes les autres forces que tu connais déjà, tu les additionnes ensemble, donc tu as leur résultante. Mais si ta résultante, elle s'en va comme ça, ben ton équilibrante, forcément, il faut qu'elle s'en aille dans l'autre sens pour être sûr d'équilibrer. Fait que c'est de là que le moins, il vient. Quand tu as un moins devant un vecteur, ça veut dire qu'on garde la même grandeur, mais on change l'orientation de 180 degrés. Il y a autre chose. On a d'autres exemples après. OK. Là, à partir de la page 297, il y a ce qu'on appelle le plan incliné. Je ne veux pas toucher à ça aujourd'hui. Si je vois qu'il y a de la demande, je ferai une vidéo ou je ferai un live exprès pour ça. Mais idéalement, on va le savoir cet après-midi si on se revoit à l'école avant la Saint-Jean-Baptiste. Je préférerais vous l'expliquer en personne. C'est pas que c'est compliqué, mais il y a une barrière psychologique. Tu sais, comme, peut-être pas vous autres, parce que normalement vous êtes bons en maths si vous faites de la physique, là, mais vous avez beaucoup de vos collègues que dès qu'on met des fractions dans un problème, ils font comme même si la fraction est super simple. Là. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec le plan incliné. Dès qu'on met plan incliné, il y en a beaucoup qui vont faire attends, non, l'équivalent pour vous, ce serait les logarithmes. Hein? Il y en a peut-être qui cringe un petit peu là, quand je dis logarithme. Bon, ben, c'est un peu ça. Le plan incliné, c'est les logarithmes de la physique. Fait que j'aimerais ça qu'on en reparle en personne. Mais il n'y a rien qui vous empêche de le lire, il n'y a pas de problème. C'est juste que peut-être vous ne comprendrez pas tout à fait là, comment ça fonctionne. Mais le principe de base, en gros, c'est que quand tu as un plan incliné, tu prends ton plan cartésien, tu prends tes deux axes et tu les tournes pour que l'axe des X il soit parallèle avec le plan incliné et que l'axe des Y soit perpendiculaire avec le plan incliné. Ça, c'est le principe de base. Un coup que tu as admis ça, ben là, le reste, ça devient un petit peu, après une couple de problèmes, c'est ça. Mais comme je disais, on va reparler plus tard. Je pense qu'on a terminé le chapitre. Un peu, on
avance. Les applications, on a déjà parlé. Gratiel, pont. Et c'est ça. Et vous avez les exercices récapitulatifs. Donc, exercice récapitulatif. Le 1 est un petit peu... Des fois, il n'est pas toujours évident. Là. Le 1D, là, c'est un plan incliné, malgré que si vous faites juste tracer les vecteurs puis vous ne rentrez pas dans le calcul, c'est pas si pire. Numéro 2, c'est relativement de base comme problème. Numéro 3, on parle de coefficient de frottement. Ça, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas, donc vous pouvez barrer le numéro 3. Numéro 4, ouais, ça c'est correct, ça peut se faire. Numéro 15, c'est un plan incliné, on le reporte à plus tard. Qu'est-ce que je dis le 15? Numéro 5, excusez. Numéro 6, c'est un problème étoile. Ça se fait. Ça se fait. Ça implique si je me rappelle bien, ça implique un système d'équation. Donc, c'est faisable. Si vous êtes à l'aise avec les vecteurs, ça peut être un bon petit défi. Ceux qui s'emmerdent, vraiment. C'est quand même plus qu'un mois là, qu'on est en confinement. Donc, je sais, il y en a qui s'emmerdent, il y en a d'autres qui font des semaines de 50 heures dans le commerce essentiel. Donc, moi, honnêtement, j'attends vos messages. Ok, je ne prévois pas faire de live. Si vous m'envoyez des messages en disant que vous aimeriez ça que je fasse un live, c'est correct, je vais le faire. Mais sinon, je vais juste répondre aux questions à la pièce. Ça va être un petit peu plus simple là, parce que sinon on finira pas. Puis l'idéal, ça va être qu'on se revoie. Mais ça, comme je dis, là on est lundi le 27, il est 9h08 du matin. Il va y avoir un point de presse du premier ministre à 1h. On saura ce qui se passe. Donc, là, pour être capable d'arrêter mon enregistrement, il faut que je remette le... Fait que là... Ouais. Là, tu vas rester tranquille, là, toi. Fait que... Je reviens, je continue à vous parler. Je switch de place. Pour vous, ça change absolument rien. Pour moi, ben, c'est assez important. Et me revoilà. Donc, sur ce, ben, on garde le moral, on se lave les mains et on reste chez soi où on s'en va faire la job qu'on a besoin. Là, je sais pas. Donc, à la prochaine.